Euh, à présent, Estelle Letras nous rejoint. Elle est maître de conférence à l'université de Rennes 2, grande spécialiste de l'estampe du XVIe siècle et aussi du XVIIe siècle. Elle s'est illustrée avec un ouvrage qui est issu de sa thèse sur les débuts de la gravure sur cuivre en France, Lyon 1520-1565, paru à Genève chez Drault en 2007. Et elle a une très très abondante production sur l'estampe, mais aussi sur les usages de l'estampe dans les arts décoratifs, en particulier ses applications à la majolique, et j'en passe. Merci beaucoup Estelle d'être parmi nous pour nous parler des images à lire, placards illustrés de la première modernité dans la collection Edmond Rothschild. Merci beaucoup. Et tout d'abord, je tiens également à remercier les organisateurs de ce colloque, et en particulier donc Pauline Prévost-Marcilassi et Laura De Fuccia pour m'avoir invitée. Alors, j'ai choisi d'aborder la collection d'Edmond Rothschild, non pas par les fleurons qui la constituent, œuvres de Raimondi, d'Aldorfer et autres Rembrandt, recherchés avec soin et souvent acquis à prix d'or, mais par un groupe d'œuvres circonscrits, bien moins renommés, qui connaissent cependant un véritable regain d'intérêt au XIXe siècle, les pièces historiques exécutées en France entre 1590 et 1620-1630 environ, dont le cœur se compose de placards illustrés. Alors, ces œuvres se présentent comme de larges feuilles mesurant en moyenne 50 cm par 40, mais pouvant parfois atteindre le double, alliant une image, le plus souvent une gravure sur cuivre, à un abondant texte typographié. L'objet placard existe bien avant les années 1590, seulement il se renouvelle en profondeur à partir de la Ligue, puis sous le règne d'Henri IV, dans sa forme, mais aussi dans son iconographie, désormais dédiée pour une bonne part aux événements du temps. Ces pièces qui, pour la première fois, accablent ou, au contraire, glorifient le souverain en place, ont souvent suscité l'intérêt des générations suivantes, en particulier au XVIIIe siècle, dès la Régence, dans le contexte d'un requin de faveur pour Henri IV, si ce n'est même d'un culte henricien dont la Henriade de Voltaire est sans doute l'élément le plus emblématique. Qu'il suffise de penser au recueil d'estampes formé par Châtre de Cangé, proche de Philippe d'Orléans, dont un volume entier, conservé à la Bibliothèque nationale de France, est consacré au règne d'Henri IV et réunit plusieurs placards illustrés. Mais cet intérêt pour les placards prend une toute autre ampleur au XIXe siècle, lorsque des historiens de l'estampe, tels Jules Renouvier, examinent leur histoire et leurs caractéristiques. Celui-ci explique en 1856, dans son ouvrage « Des types et des manières des graveurs », que les placards, je le cite, « se multiplièrent tant à partir du règne de Henri III que j'ai cru devoir en faire une classe séparée. » Parallèlement, les grands événements de l'histoire commémorés par l'estampe connaissent alors, dès le début du XIXe siècle, auprès des collectionneurs, un engouement sans précédent qui se traduit par une envolée des prix dans les ventes. Cette ardeur pour les pièces historiques transparaît avec force dans l'introduction qu'Alfred Bonardo compose pour le catalogue de la vente d'Antoine Pierre-Marie Gilbert, savant antiquaire spécialiste des monuments religieux en France, dont la collection a été dispersée après sa mort en 1858. L'auteur évoque tout d'abord les jeunes années du défunt, un temps heureux pour les modestes collectionneurs, avant d'aborder des temps moins favorables, soumis au mouvement déraisonnable du marché. Ainsi débute-t-il son propos par le doux souvenir de l'année 1806. Je le cite. « C'était le bon temps pour les achats de vieilles imageries intéressantes. Alors pullulaient les pièces relatives à l'histoire et à la topographie de Paris. Il se donnait des Israël sylvestres à 10 centimes. Les plus curieux sujets d'Abraham Bosse, Léonard Gautier, Thomas Deleu, Sébastien Leclerc et autres graveurs, si prodigieusement relevés depuis dans l'estime publique, coûtaient à M. Gilbert entre 25 et 75 centimes.
En un mot, il payait par sou ce que 30 ans plus tard j'ai payé par franc et ce qu'on paie à l'heure qu'il est par Napoléon. Depuis l'époque de la Restauration, il y eut un peu de hausse sur tout ce qui concerne les églises, les monastères, les portraits d'Henri IV, le héros bourbonien si largement fêté par ses petits-fils ramenés sur le trône. Néanmoins, les étalages et les boutiques étaient toujours bien fournis. Puis vint le Second Empire, ère formidable pour les anciens accapareurs d'estampes historiques. Car des millionnaires, des ex-ministres, des princes, des têtes couronnées se sont mis sur les rangs, à tel point que le doyen et le mieux approvisionné des collectionneurs en ce genre, M. Hénin, s'est retiré dans sa tente, abandonnant la lutte. Cette hausse des prix n'en était alors qu'à ses débuts, et en 1877, Emmanuel Baucher, chargé de la célèbre vente Béhague, dont une large part concerne les estampes historiques, en vient à se demander, je le cite, « où l'on s'arrêtera dans les folies qu'on fait pour elle ». La constitution de la collection d'Edmond Rothschild s'inscrit donc dans ce contexte particulier et il m'a semblé intéressant de l'interroger sous cet angle bien précis, d'autant que le collectionneur lui-même, notamment par le biais de son abondant fonds d'almanach du règne de Louis XIV, porte indéniablement, et on l'a déjà dit, son attention vers les représentations gravées de l'histoire. Avant tout, à quoi s'apparente le corpus de placards illustrés ? Jules Renouvier, dans son ouvrage, en décrit le noyau dur. Il évoque les éditeurs parisiens, Jean Leclerc, Nicolas et Michel de Matonnière, et les graveurs, parfois eux-mêmes éditeurs, tels Léonard Gautier, Thomas Deleu, Pierre Firence, Isaac Briot, ou encore le polonais aquafortiste Jan Ziarnko. Tous ont gravé les grands moments du règne d'Henri IV et les premières années de celui de Louis XIII. L'entrée du roi à Paris en 1594, le baptême du dauphin, l'effigie d'Henri IV, le couronnement de Marie de Médicis, le sacre de Louis XIII, les mariages espagnols, la mort de Concino Concini, figurent parmi les œuvres incontournables dont l'historien a dressé la liste et que chaque collectionneur essaie d'acquérir. Les grandes collections de pièces historiques, comme celles dans les années 1850 de Gilbert, d'Armand Bertin, du baron d'Enneville, du docteur Wellesley, jusqu'à celles de Pécard en 1872, d'Octave de Béhague ou des frères Dutuit, s'articulent toutes autour de ce groupe d'œuvres qu'ils tentent de compléter par d'autres pièces plus ou moins rares. La collection d'Edmond Rothschild suit la même logique, mais s'en distingue par l'abondance des œuvres réunies. Tous s'appuient sur un modèle de collection qui s'impose durant plus d'un siècle, celle du parlementaire dijonnais Feuvret de Fontette, acquise par la Bibliothèque du Roi en 1772 et décrite par le collectionneur à la fin du 4e volume de sa réédition de la Bibliothèque historique de l'abbé Lelong. L'historien bibliophile rouennais Constant Lebert évoque avec émotion cet achat dans ses jeunes années, l'ouvrage étant alors, je le cite, d'une fraîcheur insultante, tandis que 30 ans plus tard, il n'est plus, je le cite encore maintenant, qu'un livre d'écolier maculé, déformé, couvert d'écritures et de lambeaux. Ce précieux inventaire demeure la référence jusqu'à la publication en 1877 de l'inventaire de la collection de Michel Hénin, mort en 1863, par Georges Duplessis, dont on retrouve régulièrement la référence dans les inventaires de la collection Rothschild. Par exemple, pour une estampe de Léonard Gautier, originellement destinée à un almanach, mais dont le baron ne possède que le bandeau supérieur, il est fait un renvoi sur la fiche manuscrite rédigée par André Blum à Hénin 1640, soit la pièce complète que le collectionneur diplomate était parvenu à acquérir. Feuvret de Fontette et Hénin, par l'ampleur de leur collection, constituent un point d'horizon et une référence à toute collection d'estampes historiques. Concrètement, les estampes qui nous occupent ne sont pas réunies ensemble dans la collection Edmond de Rothschild.
Elles se répartissent tout d'abord entre 2 portefeuilles spécifiquement dédiés aux pièces historiques, le premier de 1560 à 1610, le second de 1610 à 1660 environ. Lorsqu'un graveur fait l'objet d'une attention particulière et bénéficie d'un portefeuille spécifique, tel Léonard Gautier, les œuvres, pour l'essentiel, sont rassemblées dans ce portefeuille nominatif. Par exemple, le couronnement de Marie de Médicis, placard majeur, est classé parmi les œuvres de Gautier et non parmi les pièces historiques. Ajoutons à cela que certaines suites gravées, comme on en a déjà bien parlé, celles de Périssin et Tortorel sur les guerres de religion, figurent à part dans des recueils reliés. Enfin, les estampes en double ou jugées dans un état insatisfaisant sont réunies dans une autre catégorie de portefeuille, plus modeste, celle du tout venant. Très certainement, comme pour le reste de la collection, Edmond Rothschild a dû pouvoir adosser ses premières acquisitions au fonds colligé par son père, le baron James de Rothschild, qu'il est malheureusement actuellement encore difficile de cerner. Selon Marianne Grivel, lorsqu'un ancien numéro d'inventaire est accompagné de la lettre A, celle-ci désigne l'ancienne collection, parmi laquelle, mais pas seulement, figurent les pièces venant de James de Rothschild. Il serait alors plaisant de penser, mais l'hypothèse est fragile, qu'une planche isolée de la suite de l'entrée d'Henri IV à Paris, qui en compte 3, et qui appartient aujourd'hui au tout venant, aurait été acquise par James de Rothschild. Il s'agit en effet de l'une des pièces indispensables que se doit de posséder tout collectionneur d'estampes historiques de cette période. Jules Renouvier, en particulier, ne manque pas de louer ces planches et l'honneur qui en revient à l'éditeur Jean Leclerc. Je le cite. « Outre leur intérêt historique, elles ont le mérite de reproduire le dessin du peintre Nicolas Bollery. » Et Renouvier d'ajouter « Je n'ose trop louer des compositions auxquelles manquent tant de qualités essentielles de l'art. Cependant, les plus prévenus y trouveront ce qu'on chercherait en vain dans le savant tableau que fit sous la Révolution Monsieur le baron Gérard, la vérité. Une bonhomie toute française y tient lieu d'expression et les costumes sont pris sur le fait. » L'estampe, possiblement acquise par James de Rothschild, ne pouvait satisfaire son fils. Isolée sans les 2 autres planches qui l'accompagnent, l'œuvre est par ailleurs rognée, dépourvue de l'encadrement typographié qui l'entoure et parsemée de taches brunes. C'est pourquoi l'œuvre n'a pas rejoint les plus beaux portefeuilles. Edmond Rothschild s'est procuré par la suite les 3 placards, certes dans une édition tardive due à la veuve de Jean Leclerc, donc postérieure à 1621, mais dans un bon état de conservation avec des marges. Ajoutons que le docteur Roth, proche, comme on le sait, d'Edmond Rothschild, son mentor, si l'on en croit les souvenirs de Fritz Lört, était un grand collectionneur d'estampes historiques, comme en témoigne notamment la vente d'une partie de sa collection en 1888. Plusieurs pièces conservées au musée du Louvre sont ainsi associées au nom du docteur Roth, comme les 2 placards incomplets de l'entrée de Louis XIII à Paris, l'une en 1610 par Élie Dubois et l'autre en 1616 par Léonard Gautier. Comme l'a souligné Marianne Grivel, les années glorieuses de la collection Rothschild correspondent aux 10 premières années d'acquisition, jusqu'en 1878 environ. Il en va ainsi des pièces historiques dont près de la moitié a été acquise lors de 3 ventes. Celle de l'ancien directeur du musée de Tours, Pécard, en 1872, celle d'Octave de Béhague en 1877 et dans une moindre mesure celle de Firmin Didot, en 1877 également, par le biais de ses représentants Clément et Danlos. Les différents sacres de Louis XIII, toujours très
toujours très recherchés, édités par Jean Leclerc et Nicolas de Matenière, ont été acquis lors de ces ventes, de même que la représentation du Carrousel, organisée sur la place Royale en 1612 par l'aquafortiste Ziarnko, malheureusement sans le texte, édité par Leclerc, qui du reste est rare, même si un exemplaire se trouve à la Bibliothèque nationale de France. Hénin ne le possédait pas non plus, et l'une des rares ventes où je l'ai repéré complet est celle du docteur Wellesley en 1858, l'œuvre ayant été vendue 220 francs. Des 3 ventes précédemment citées proviennent aussi notamment les 4 parties du monde de Firenze, sans le texte, l'assemblement des notables à Rouen en 1617, toujours du même aquafortiste Ziarnko, ou encore, je m'en excuse, mes photos ne sont pas bonnes, je les ai pris un jour de pluie au Louvre, donc dans la salle des arts graphiques, et donc c'est un petit peu sombre. Mais donc à droite, vous avez le siège de Saint-Jean d'Angély en 1621, publié chez Matenière. On l'a vu, Alfred Bonardo regrettait l'envolée des prix qui débuta lors du Second Empire et se prolongea sous la Troisième République. Jusqu'à la fin des années 1850, un placard illustré coûte environ entre 5 et 150 francs, la moyenne étant autour de 80-100 francs. La vente du Carrousel de Ziarnko à 220 francs était déjà tout à fait exceptionnelle pour ce type d'œuvre. Philippe Burti relate dans la Gazette des Beaux-Arts en 1859, à propos de la vente Wellesley, une intéressante anecdote au sujet d'une estampe de Mérian, édité par Nicolas de Matenière en 1613, figurant les feux d'artifice organisés au Louvre et au Célestin en l'honneur de la fête de Saint-Louis. Je le cite. L'événement de cette vente, nous allions dire la folie, a été le prix où on a vu s'élever la représentation de 2 artifices de feu. Ces 2 pièces, rares, il est vrai, mais non point introuvables, avaient été mises sur la table à 40 francs. Un amateur, M. Ruggieri, de la grande dynastie des Ruggieri, les désirait. La ville avait donné commission de les acheter à tout prix. Elles lui ont été adjugées pour 401 francs. Les marchands, les amateurs, l'expert, M. Delberg lui-même, n'y ont vu que du feu. Cette somme qui pouvait sembler exorbitante pour ce type d'œuvre n'était pourtant rien en comparaison de ce qu'Edmond Rothschild, entre autres, déboursera quelques années plus tard. Ainsi, le baron acquit en 1875 pour 800 francs la représentation des États généraux en 1614, toujours par Ziarnko, sur laquelle je reviendrai, et qui avait été vendue à la vente Wellesley en 1859, 165 francs. En juillet 1882, Edmond Rothschild acquit également le baptême du dauphin de Léonard Gautier, avec le texte édité par Leclerc en 1606, pour 1250 francs. Ce même placard avait été vendu 150 francs à la vente Wellesley, donc en 1859. Après les années les plus fastes, entre 1810 et 1878, on le voit, le baron de Rothschild poursuit malgré tout ses recherches et complète sa collection de pièces historiques avec les estampes considérées à l'époque comme indispensables, telles l'effigie d'Henri IV par Isaac Briot, édité par Nicolas de Matenière en 1610. Pardon, je le précise, pour Nicolas de Matenière, je vous renvoie vraiment, donc évidemment, à l'ouvrage donc, de Séverine Le Pape sur les graveurs de la rue de Montorgueil. Et il achète également, donc, toujours de ce même aquafortiste, Ziarnko, le placard satirique sur la mort de Concino Concini en 1617. Et ces deux acquisitions ont été faites par Danlos en mai 1912. Il complète aussi sa collection par des œuvres plus rares, souvent gravées sur bois. En particulier, il achète lors de la vente des tailleurs le Sacre de Louis XIII, gravé sur bois et édité par Michel de Matenière, dont un exemplaire est conservé à la BNF dans la collection Feuvrette-Fontette, mais sans la lettre. Ou encore, il achète le rarissime placard
dont je ne connais pas d'autres exemplaires, désigné comme sujet mystique dans le catalogue de vente, terme qui est repris dans l'inventaire rédigé par André Blum, avec Marguerite de Valois et la famille royale, édité par Nicolas Barbotte. De la même vente détailleur provient également l'assassinat de Concini, dont un exemplaire est conservé à la BNF, mais qui demeure assez rare. Et il en va de même du placard que vous avez donc ici à droite, placard ancien paru en 1570 chez le Lyonnais Benoît Rigaud, de l'exécution des comtes Egmont et Horn, acheté en 1894 à la vente Lignerolles, dont on trouve des exemplaires à la Bibliothèque nationale et au British Museum, mais lui aussi est rare, et en particulier donc dans les ventes au XIXe. Il peut sembler étonnant, mais peut-être n'ai-je pas encore poussé assez loin mes investigations, que les placards du XVIe siècle, du temps des guerres de religion et surtout de la Ligue, soient peu représentés dans la collection Edmond de Rothschild. Bien sûr, la période n'est pas délaissée et le collectionneur possède, on l'a vu, deux très beaux exemplaires de Périssin et Tortorel. Il possède également les suites d'Augenberg, ainsi que la procession de la Ligue et quelques portraits d'Henri III et de Jacques Clément. Mais, à titre de comparaison, sans parler de la collection de Feuvrette-Fontette, mais simplement la collection de Constant Lebert, aujourd'hui donc à Rouen. Constant Lebert détient par exemple la bataille de Dreux en 1562 ou encore le portrait des États généraux tenus à Blois en 1576. Autre exemple, Eugène Dutuit. Lui a fait l'acquisition lors de la vente Coste en 1854 de deux rares placards de la Ligue dirigés contre Henri III. Et donc, d'après ce que j'ai pu voir au Louvre, on ne rencontre pas de tels placards, même si, en revanche, Edmond de Rothschild possède, mais cette fois-ci côté royaliste, une œuvre qui date de 1594, le très rare Catéchisme doctrinal et Confession de foi ligueuse, que vous avez donc ici. Enfin, pour finir, comme ses contemporains et comme pour les autres pièces de sa collection, Edmond de Rothschild recherche les épreuves les plus belles, à toute marge, ce qui est plutôt rare pour les placards du début du XVIIe siècle. Cette préoccupation se rencontre aussi dans les catalogues de vente de l'époque, comme celle par exemple de Firmin Didot, où figure la mention, je cite, « très belle épreuve avec petite marge pour le sacre de Louis XIII par Firence » ou encore grande marge pour les placards de l'entrée d'Henri IV en 1594. Eugène Dutuit, évidemment, lui-même possédait des placards avec des marges, et en particulier, je vous montre donc ce large portrait du défunt roi Henri IV par Firence, avec donc une belle marge, ce qui est quand même assez rare. Alors, on en trouve aussi dans la collection Edmond de Rothschild. Et je vous remontre ces états généraux donc, qui datent de 1614, parce que l'on peut se demander donc, si Edmond de Rothschild ne semble pas préférer la composition des états généraux de Ziarnko avec les marges, mais sans le texte, plutôt que le placard complet. Et vous le voyez, ici, le texte, en fait, figure découpé et disposé à part. Alors que normalement, évidemment, le texte est accolé de part et d'autre de l'estampe. En revanche, contrairement aux pratiques dont il peut user pour d'autres pièces de sa collection, il ne recherche pas, ou disons peu, les différents états d'une planche, comme il en existe pourtant, par exemple pour le couronnement de Marie de Médicis, avec ou sans le portrait d'Henri IV. Il ne recherche pas tellement non plus les différentes éditions d'un placard. Alors que, par exemple, dans le fond Dutuit, cette fameuse effigie d'Henri IV par Briot, Dutuit donc réunit deux éditions, la première, la plus célèbre en 1610, et une autre beaucoup plus rare, celle que vous avez sous les yeux, qui est datée de 1611. Et Michel Hénin, pour sa part, mais sa collection, bien sûr, est exceptionnelle, traque les différents états et les éditions, et il réussit par exemple à réunir 3 éditions différentes de l'entrée d'Henri IV en 1594. Alors, en guise de conclusion toute provisoire, je dirais que le baron Edmond de Rothschild,
dont l'ambition, ou plutôt les visées, n'étaient pas les mêmes que celles d'un Michel Hénin, s'est constitué un ensemble abondant et représentatif de pièces historiques du XVIIe siècle, en particulier donc de placards illustrés, ensemble représentatif absolument parfait, disons, pour un musée de la gravure. Mais on le sent bien, son intérêt le plus vif n'est pas là. Bien que ces placards, par leur format et la nouveauté de leur sujet, constituent indéniablement les ancêtres des almanachs des décennies suivantes, le goût d'Edmond de Rothschild se tourne davantage vers eux, et comme l'écrit Emmanuel Baucher en introduction de la vente Béag, qui réunit bon nombre de ces pièces qui finiront dans les portefeuilles Rothschild, je le cite, « Nous arrivons maintenant à l'époque de Louis XIV, c'est-à-dire à la plus belle période de l'art de la gravure française. » Ajoutons aussi, pour finir, qu'en 1935, lors de la donation au musée du Louvre, l'engouement pour les pièces historiques des règnes d'Henri IV et de Louis XIII s'est estompé depuis longtemps et les ventes ne font plus recette avec ce type d'estampes. Sur ce point, la collection Rothschild appartient pleinement à la période effervescente du dernier tiers du XIXe siècle. Je m'arrête ici et je vous remercie. Merci beaucoup Estelle pour ce exposé passionnant. J'appelle Séverine et Victoria à me rejoindre. Nous avons, grâce à votre zèle, suffisamment de temps pour discuter un petit peu autour de vos communications. Très riches et effectivement qui nous permettent de cerner un véritable goût. Vos trois communications se complètent superbement avec cette espèce de trou du XVIIe siècle que l'on retrouve à peu près partout. C'est assez fascinant. Et ma première question, mais du point de vue des prix, c'est juste une curiosité, les grands almanachs dans 17e étaient aussi très prisés ou pas donc ils auraient, par d'autres, atteignaient des sommes équivalentes? Oh, c'était des sommes bien plus élevées. Encore plus élevées. Ah oui, bien sûr. Là, c'est pour ce type d'œuvre où, effectivement, bon, lorsqu'on arrive aux milliers de francs, c'est beaucoup. Mais Edmond de Rothschild a acheté beaucoup plus cher. Oui, il aurait tout à fait pu. Voilà, évidemment, bien sûr. Mais les almanachs, il en a beaucoup. Il a la plus belle collection d'almanachs. Les premiers almanachs donc, que l'on trouve, et en fait il n'a que les bandeaux, c'est 1611, c'est d'ailleurs Jean Leclerc, il y en a d'autres de Nicolas de Matonnière. On en a quand même quelques-uns des années 20-30, mais, et là Séverine pourra parler beaucoup mieux que moi, c'est vraiment sous règne de Louis XIV, où l'on a les plus belles pièces. Après c'est le genre aussi qui veut ça, je ne sais pas s'il y en a tant que ça. Et pour peut-être rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la relative absence des placards de la Ligue, déjà je pense qu'il ne devait pas y en avoir tant que ça. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée que ce n'est pas au niveau d'un point de vue artistique. Parce qu'il y a quand même ce filtre chez Edmond, je pense, de la beauté de la gravure et de sa qualité aussi, du métier de gravure. Et c'est vrai que ces placards de la Ligue qui nous semblent extraordinaires, qui permettent d'avoir un aperçu extraordinaire de ce qui se passe dans ces années-là, du point de vue documentaire, ne sont pas d'une qualité, ce sont des gravures sur bois souvent un peu frustres. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a fait que Edmond de Rothschild ne s'est pas battu face au Dutuit et à d'autres pour constituer et récupérer certaines pièces, peut-être. Je suis tout à fait reconnaissant à Victoria d'avoir repéré cet ex-libris très curieux. Pour moi, c'est plus une jarretière qu'une ceinture. Hein. Donc, ça fait un effet britannique autour de son tortil de baron, là, comme s'il s'auto-donnait la jarretière, non ?
Effectivement, c'est un ex-libris très, très curieux. Je ne suis pas du tout spécialiste dans l'héraldique. Il y a cette couronne aussi qui est assez étonnante. Je sais pas si c'est une couronne ducale. Non, c'est un tortil de baron où il s'est rajouté quelques petites perles en plus. Voilà, enfin, c'est ça. Mais elle est un peu décorée. Riche, oui. Voilà, elle est originale, je trouve. Oui, effectivement. Oui. Bien. Il y a un micro qui circule, sans problème, pour les questions de la salle. Je ne sais pas. Oui, on va t'entendre. Oui, déjà. Oui. D'abord, un grand merci aux trois intervenants qui ont vraiment apporté des choses tout à fait nouvelles et inédites. Alors, j'avais deux questions pour Séverine Pape et une pour Victoria. Je ne veux pas du tout monopoliser la parole. En effet, Séverine a à juste titre insisté sur cette collection 19e. Oh, tu sais, je parle sans micro. Cette collection 19e qui est en partie, enfin qui est conservée à Waddesdon et qui comporte donc à la fois, vous l'avez compris, donc des dessins, quelques peintures et des sculptures. Alors j'avais une double question. Est-ce que parmi, à votre avis, parmi les gravures et les dessins de Edmond Rothschild, quelle est la part de James? Puisque évidemment, vous avez évoqué les dessins de Jeune Lamy, de Descamps, de Bonington, enfin il y a des dessins aussi de Bonington, etc., qui étaient des artistes qui étaient collectionnés par James de Rothschild. Donc est-ce qu'on ne peut penser qu'une part lui viendrait de son père? Et ma seconde question, c'est évidemment la mise en relation avec le projet de campagne décentralisatrice qui a été mis en place par son frère Alphonse et auquel Edmond évidemment a beaucoup participé, et le lien avec Léon Gaucher, Alphonse Leroy, grand amateur de gravure, et la distribution finalement dans ces 200 musées et institutions françaises de gravure, parce que, à juste titre, vous avez évoqué le nom de Corabeuf, et évidemment, il y a des peintures de Corabeuf, alors je ne sais plus où c'est envoyé, mais voilà. Donc ça, c'était mes deux questions. Et pour Victoria, alors donc j'étais absolument aussi très intéressée par votre communication. Je me demandais, quelle était la part, cette fois-ci, de aldehyd, puisque vous avez à juste titre parlé de ce recueil de dentelles, et évidemment, on doit se rappeler que aldehyd de Rothschild était une grande collectionneuse de dentelles, puisqu'une partie de sa collection a été donnée au musée des arts décoratifs et une partie a été donnée donc au musée, à Waddesdon Manor. Et on pourrait faire la même analyse pour les costumes, puisqu'elle est à l'origine aussi vraisemblablement du don du costume de carnaval qui avait été donné au musée Carnavalet et qui a atterri au musée Galliera. Voilà. Alors, je vais peut-être répondre pour où tu veux, Victoria, tout de suite. Ça va être très court, en fait. Effectivement, je pense que c'est un livre qui a particulièrement intéressé Aldehyd. Je n'ai pas poussé plus loin les recherches, mais oui... Il est étonnant, en fait, qu'il se retrouve chez nous, en fait. Ah, pas complètement, oui. Enfin, il y a 2 livres des dentelles, en fait, à la collection. C'est le seul... il n'est pas unicum, et il y en a 2 exemplaires répertoriés. L'autre en Italie, il me semble, dans une collection italienne. Mais oui, il y a que 2 exemplaires des livres des dentelles à la collection. Est-ce que Rachel Bauck, qui avait étudié, il me semble, les dentelles dans la trilogie, est-ce qu'elle en a connaissance ou... Non, j'en ai pas. Non, parce que c'est nouveau. Non, pas du tout. Non. Mais oui. C'est étonnant, oui, effectivement. Merci. Comme souvent, Pauline pointe les lacunes. En fait, c'est vrai que je suis partie de l'inventaire de Waddesdon.
des inventaires de ces différentes listes, parce qu'en fait, elles sont vraiment complètement éparpillées dans différents registres, dans différents portefeuilles d'archives. Et je n'ai pas, en effet, je n'ai pas eu le temps, mais j'espère que j'aurai le temps de le refaire pour la publication. Je n'ai pas croisé ces informations avec le journal d'entrée des estampes, qui pourrait sans doute nous donner un certain nombre d'éléments, et notamment pour cette partie James, par défaut évidemment, et voir si en effet ces artistes que vous avez mentionnés, ne se retrouvant pas dans le journal des entrées des estampes d'Edmond, on peut en déduire qu'il faisait partie effectivement de la collection, on va dire, matricielle de James. Pour la deuxième question, le lien avec la campagne décentralisatrice, avec tous ces envois de peinture, mais aussi de calcographie, que vous avez très bien publié dans l'ouvrage. Oui, il y a évidemment des liens, on retrouve les mêmes artistes. Et là aussi, je pense que ce serait intéressant, toujours en consultant ce journal des estampes qui est à Waddesdon, d'essayer de voir si mon intuition est bonne, c'est-à-dire que la présence de ces graveurs quand même de second couteau aujourd'hui, Cora Boeuf, journaux, copies, etc., sont liés à un achat ou à un don. Comment ils arrivent, puisque par ailleurs Marianne Grivel avait bien regardé à partir d'un 3e ensemble d'archives à Newcourt, qui avait un certain nombre d'éléments, de lettres d'Edmond qui recommandaient et qui voulaient protéger certains artistes. Donc c'était le cas, je crois, de journaux, et c'était le cas aussi de cet artiste d'origine juive, Alphonse Lévy. Donc cette collection d'estampes, elle m'a semblé intéressante, non pas parce qu'elle est d'une qualité extraordinaire, je pense qu'on va pas gloser là-dessus pendant très longtemps, on va tous s'accorder très très vite, mais pour vraiment le côté intime du collectionneur, quelqu'un qui, je trouve, collectionne sans forcément cette pression ou cette volonté de donner la postérité, et donc du coup qui est beaucoup plus libre dans ses choix, en assumant le fait qu'il n'est pas du tout un amateur de l'art moderne ou de l'art de l'avant-garde. Donc voilà. Oui, je vois une main se lever un peu plus haut. Merci. Merci. Je voulais rebondir sur deux d'entre vous qui avaient fait des relations et une évocation, l'une de découpe d'estampes, l'autre d'encadrement d'estampes. Et je voulais savoir si il y avait un désir et comme une culture familiale dans ce travail-là. Au musée de Cluny est arrivée une peinture d'Adolphe de Rothschild en 2 temps. Et apparemment, ce tableau avait été découpé en 3 et les 2 parties latérales sont arrivées à Cluny, encadrées, dans un bel encadrement type anversois. On est au début du XVIe siècle, tout début du XVIe. Est-ce que justement c'était un art qui était pratiqué dans la famille, cet art de la recomposition, de la personnalisation de leurs achats? Voilà, c'était ça ma question. Alors, en ce qui concerne là les états généraux, alors peut-être que je me suis mal exprimée, c'est parce qu'en fait, donc, ce n'est pas Edmond Rothschild qui a fait découper, c'est-à-dire qu'il a acheté la planche des états généraux avec des marges, alors que normalement, donc c'est un placard, alors généralement les textes qui sont de part et d'autre, alors je ne sais pas parce que j'avais une vue en fait du placard complet pour vous donner une idée. Donc les textes en fait normalement sont raboutés à la planche principale et donc le placard est vendu ainsi. Mais donc lui ne l'a pas acheté de cette manière-là. Il a souhaité donc visiblement avoir donc la planche seule avec les marges. Alors là, c'est assez bien référencé. On sait où il l'a acheté, quand il l'a acheté, combien il l'a acheté. En revanche, le texte, alors, est-ce qu'il en avait acheté non, je ne pense pas quand même qu'il en avait acheté un autre exemplaire et qu'il l'a fait découper pour mettre le texte à côté, voilà.
Ou bien est-ce qu'il a trouvé sur le marché le texte déjà découpé, ce qui est possible aussi parce que ces placards, au fil du temps, ils ont été énormément donc découpés et souvent c'était en fait l'image qui intéressait plus que le texte. Donc là, malheureusement, le texte, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient. Mais en tout cas, ce n'est pas lui qui a fait le découpage et dans ce que j'ai vu, c'est le seul exemple où on a comme ça l'estampe avec le texte découpé à côté. De manière générale, ce n'est pas du tout la pratique d'Edmond de personnaliser, de couper. Et d'ailleurs, toute une partie dans les collections d'estampes qu'on a souvent de recueils à la Bibliothèque nationale notamment ou ailleurs à Amsterdam de recueils de collectionneurs. De réunions, de choses qui peuvent être découpées, qui sont faites à un instant T par un collectionneur. Ça, c'est quelque chose qui est complètement absent de la collection Edmond de Rothschild, sauf, mais c'est pas véritablement ça, les deux recueils de Cochin qui ont été achetés, ont été constitués par un collectionneur du temps de Cochin et achetés par Edmond. Mais vraiment cet aspect découpage, pas du tout. On sent bien au contraire avec ces espèces de grandes marges, l'obsession marge, qu'il faut quelque chose de pur, même presque d'anachronique, j'ai envie de dire, puisque clairement ces estampes-là, elles étaient faites pour être mises au mur et puis les autres aussi, pas seulement les placards, coupés à la cuvette, rogné au texte. Donc il y a cette obsession de la feuille qui flotte et de la belle feuille pas trop maculée qui irait, j'ai envie de dire, et par rapport à ce que je sais, mais peut-être Victoria tu peux compléter, à l'encontre complet des principes d'Edmond de Rothschild. D'Edmond en tout cas. Inversement, vous avez dit qu'il avait toute une collection qui était encadrée. Alors, est-ce qu'il y a un choix particulier sur les cadres ou est-ce que, parce que ce sont des estampes et pas des peintures, il y a moins de recherche? Alors, ce qu'il encadre, c'est le top du top. C'est les dessins extraordinaires du 18e. C'est une partie aussi de ce qu'il a donné. Donc, c'est vrai que ça pourrait être un contre-argument par rapport à ce que j'ai dit. Le fait que les choses soient encadrées et appartenant au faubourg, enfin, à l'hôtel du faubourg Saint-Honoré, comme une sorte de squelette de la maison qui aurait pu empêcher Edmond de vouloir donner parce que une partie des dessins, notamment des Dürer, qui ont été donnés à la collection de Edmond de Rothschild, étaient aussi encadrés et je crois dans la chambre ou dans le salon du baron ou de la baronne. Mais ce sont des dessins. Alors après vous dire quelle tête avaient les cadres, si on en a quelques-uns, souvent c'est des cadres un peu qui essayent d'imiter l'époque, mais ce ne sont pas du tout des cadres d'époque. Pour compléter pour cette histoire des découpages, il y a très peu d'exemples. Peut-être je pense à une estampe du Quattrocento italienne, effectivement, où il a collectionné par bandeau. Ce sont des bandeaux d'ornement. Mais pareil, en fait, il y a aussi des marges. En fait, il n'y a pas une volonté. C'est juste la volonté est d'acquérir ces belles feuilles. Voilà, mais c'est très rare en fait des exemples de découpage comme ça. Oui. Peut-être une dernière intervention parce que sinon je vais me faire assassiner. Ils enrichissent les œuvres d'art avec des bronzes ou d'autres, enfin, des pierres précieuses, etc. Mais pas l'inverse. Donc je ne connais pas la peinture. D'ailleurs, je serais très curieuse. Quelle peinture est-ce? C'était 2 volets qui ont fait partie du legs Adolphe de Rothschild en 1901. Oui. Donc la grosse partie, la meilleure partie est allée au Louvre comme d'habitude et une toute petite partie qui est allée à Cluny, dont 2 volets de peints qui représentaient pendant très longtemps, on n'a pas compris, David et des anges musiciens et de l'autre côté 2 donateurs avec une partition. Et il y a peu de temps, 4-5 ans, on nous a amené la partie centrale en nous disant que ça venait d'une collection suisse.
en nous disant qu'en passant dans le musée, on avait vu que ça, effectivement, que une partie du personnage qui était sur le panneau central se retrouvait sur avec son coude sur les volets latéraux. Ça reconstitue en fait maintenant une scène de concert céleste avec la Vierge à l'enfant au centre et 3 saints qui sont Saint-Antoine, Saint-Jean, Baptiste et probablement un Saint Job. Et tout l'ensemble du panneau est dédié à la musique. Et les 2 personnages peuvent être aussi identifiés probablement. Enfin, j'ai pu travailler là-dessus. Bien, merci infiniment. Madame vient de me parler de musique et c'est une transition parfaite pour notre après-midi qui sera consacré à cet art à partir de 14h. Donc merci pour votre présence ce matin. Nous nous retrouverons tout à l'heure.